Bonsoir tout le monde, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors déjà, je voulais vous remercier parce qu'on a dépassé cette semaine les 100 000 abonnés de la chaîne. Nous sommes plus de 100 000 abonnés. Merci à vous en l'espace de 10 mois seulement, de 10 mois, plus de 100 000 abonnés. Vraiment, merci. Voilà, toujours une petite publicité pour notre magazine Géopolitique Profonde. Voilà, là, ce mois-ci, on va parler du club Bilderberg et de l'écologie, qui est le nouvel bras armé du mondialisme. N'hésitez pas, vous allez en description et vous commandez. Ce soir, alors je vais recevoir pour une deuxième fois, j'avais reçu sur Gérard Info notre ami Jean Pernin et Luc. Luc aussi était là. On va parler de cet excellentissime livre, Daniel Balavoine, Meurtre déguisé, avec Jean Pernin et Luc. Jean Pernin, auteur de ce excellentissime livre, et Luc, qui est pilote d'hélicoptère professionnel. Donc là, nous aurons aussi en plus un avis de pro sur les hélicos, pour le coup. Voilà, comme ça, vous avez un live qui est pro, hein, et il y aura, mine de rien, nombre de preuves. Alors, bonsoir, cher Jean, et bonsoir, cher Luc. Comment allez-vous? Bonsoir, Marc. Ça fait plaisir de vous revoir. Vous ça deux, va, merci, merci émission, bien. Merci de votre invitation, en tout cas. C'était évidemment un très grand plaisir, parce que c'est quand même une histoire dont il faut parler, parce que moi, j'ai l'impression que la mort de M. Balavoine, elle a été quand même sacrément mise sous terre, quoi, oubliée, je dirais. Je veux dire, le grand public, on n'en parle plus. Enfin, on parle des chansons de Daniel Balavoine, mais on parle très peu de son destin tragique, cher Jean. C'est-à-dire, on parle de son destin tragique en termes d'accident, hein, parce que pour la plupart des gens, c'est un accident. Oui, bien sûr. Ah, alors, cher Luc, là, au niveau de la caméra, on ne vous voit pas bien. Bon. Alors, dites-nous, cher Jean, qui était exactement Balavoine, indépendamment du chanteur à succès? Moi, j'ai pas connu Balavoine, en fait. Hein. Je l'ai connu au travers de ses musiques, de ses chansons, de son engagement. Là, il aurait fallu questionner mon amie Carole, hein, qui l'a bien connu, hein, d'ailleurs, qui témoigne dans le livre en question. Mais oui, Balavoine. Mais justement, c'était un chanteur, mais là, vous avez parlé d'engagement. C'est-à-dire qu'il avait aussi Oui, un engagement autre. Parce que aujourd'hui, pourquoi Balavoine détonnait? C'est parce que aujourd'hui, on remarque malgré tout que les chanteurs, les artistes ne brillent pas par leur courage. ils brillent par leur fourberie, ils brillent par leur lâcheté. Ce sont des merdes, excusez-moi de le dire comme ça. Il n'y a plus de Balavoine, il n'y a plus de Coluche, il y a plus rien, quoi. C'est dramatique. Alors moi, Balavoine, effectivement, je n'étais pas fan absolu, mais j'aimais beaucoup ses musiques, ses chansons, ses textes, parce qu'il était très engagé, parce il avait un idéal, c'était un homme simple, d'après ce que j'en sais aujourd'hui, hein, de part des amis hein, qui l'ont connu, qui l'ont fréquenté pendant plusieurs années, certaines. Et donc voilà, c'est ce personnage hein, qui brillait pas, qui aimait pas briller d'ailleurs. Je me souviens avoir rencontré en fait le banquier du plus gros organisateur de la région Rhône-Alpes, qui accueillait bien sûr Balavoine, et il m'a dit, voilà, après le spectacle, moi j'étais souvent, oui, voilà, à la table, évidemment, à la table des gens, des organisateurs, et je me suis retrouvé souvent en face de Balavoine quand il venait chanter du côté de Lyon, quoi. Et il m'a dit, mais Balavoine, il y en a deux. Il m'a dit, il y en a deux qui sont vraiment des gens qui sont restés simples, nature, simples, qui n'ont pas pris la grosse tête, c'est Balavoine et Cabrel. Voilà, il m'a dit tous les autres, c'est des égos démesurés, enfin des gens imbuvables, voilà. Mais Balavoine est resté très très simple. Voilà ce qu'il m'a dit, cet homme-là. Voilà, mais oui, je le percevais comme ça, moi, Daniel Balavoine. De Et toute puis, façon, son message est d'une grande actualité. Hein. Rien n'a changé par rapport à ce qu'il a raconté. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il ferait aujourd'hui dans cette société merdique dans laquelle on est, qui s'enfonce chaque jour davantage. Je ne sais pas comment ces gens-là, Coluche, Balavoine, auraient réagi.
Bon, on sait bien que c'était des gens, des sympathisants de gauche, hein, puisque Balavoine avait chanté dans les meetings de Mitterrand. Alors, il n'a pas chanté longtemps, hein, parce qu'il a vite vu qu'on voulait l'embrigader, et donc il s'est retiré. Ça n'a pas dû plaire à Mitterrand d'ailleurs, en 80, après sa sortie au journal télévisé. Hein, justement, on se rappelle de ce clash qu'il a eu contre François Mitterrand. Dans un journal télévisé, à l'époque, c'était suivi par 10-15 millions de personnes. ouais. Donc c'était quand même immense par rapport, c'était 2 fois, 3 fois plus que les JT d'aujourd'hui. Mitterrand qui devenait le futur président de la République, enfin, c'était quand même pas rien parce que moi j'ai pas souvenir de 15-20 dernières années un artiste qui a parlé ainsi, je sais pas moi, à Monsieur Sarkozy, à Monsieur Chirac ou à Monsieur Hollande. Aucun, mais Balavoine, je veux dire, avec son franc-parler, il disait ce qu'il avait sur le cœur, sur la conscience. Il faut savoir, puisqu'on parle un peu d'au-delà dans notre démarche, hein, il faut savoir qu'aujourd'hui, Daniel Balavoine est très élevé au niveau des plans de l'au-delà, puisqu'il y a différents plans de l'autre côté. Hein. Alors, on va en parler de ça, on va en parler, mais d'abord on parle un peu de l'époque, quoi. Ah, bah tiens. Luc est parti. Bon, mais il va revenir, vous inquiétez pas. Luc va revenir. On va parler un peu de l'époque, parce que là, il faut se mettre un peu aussi dans le contexte, parce que l'époque, voilà, il revient, voilà, je le remets, voilà, ça prouve qu'on est en direct. Hein, voilà, est-ce que vous m'entendez? Voilà. Vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Très bien, cher Luc, on t'entend très bien. Ça ne marchait pas avant, c'est pour ça que j'ai tout changé. On va revenir un peu sur le contexte de l'époque, des années 80, qui est quand même très différent par rapport à aujourd'hui, en 2023. Ça, c'est pour les jeunes qui nous regardent, parce qu'il y a énormément de jeunes de rien qui nous regardent. Quel était le différentiel entre ces années 80 et aujourd'hui? Le différentiel à l'époque des années 80, moi-même j'étais, sympathisant aussi, pas engagé dans la politique, mais bon, à l'époque, il y avait vraiment la gauche, la droite, hein, ça se bagarrait, il y avait des débats intéressants à la télévision qui n'existaient plus aujourd'hui. Il y avait un idéal, en fait, quand Mitterrand, moi je le cache pas, j'ai voté 3 fois pour Mitterrand. Bon, c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans des meetings politiques, je l'ai même approché à 1 mètre, hein. Bon, il n'était pas très grand, hein, c'est un petit bonhomme, mais c'est quelqu'un qui me fascinait, parce que c'est quelqu'un qui avait un charisme et qui en fait portait quand même une espérance, quoi, hein, parce que les Giscard d'Estaing et compagnie, on en avait notre claque, comme on dit, hein. Donc Mitterrand, effectivement, a réussi à séduire une grande partie des Français, et bon, moi c'est quelqu'un franchement qui me plaisait beaucoup, qui était séduisant, qui avait du charisme, de la culture, enfin, qui avait des idées claires, nettes, c'était intéressant, quoi. Voilà, moi je sympathisais au Parti Socialiste, hein. J'ai jamais été militant, mais j'ai sympathisé, quoi. Alors, après, on va arriver sur... après, ça a été la grande déception, effectivement. Quand il a pris le pouvoir, ça a été la grande déception quand Delors a dit il faut serrer les boulons. Hein, et serrer les boulons, c'est à partir de 1983. Voilà, donc ça a été la douche froide pour pas mal de gens. Bon, il n'empêche que moi, j'ai revoté pour lui aux 2 élections suivantes, hein, parce que celui qui était en face ne me convenait pas, voilà. Puis j'étais toujours séduit par le personnage, malgré tout. Et vous, cher Luc, quelle différence voyez-vous entre ces années 80 où prospéraient justement des artistes qui étaient qui avaient vraiment pignon sur rue, contrairement à aujourd'hui? On ne connaît pas trop les artistes, on ne connaît plus trop leurs noms, et les artistes que l'on connaît ont déjà un certain âge. Vous, quelle différence voyez-vous entre les années 80 et 2023? Bon, entre Jean Gabin, Lino Ventura, Jean Gabin ou Pierre Patman, j'ai un peu de mal à me reconnaître effectivement dans ce qu'on appelle aujourd'hui les vrais artistes. Après, au niveau cinéma, je suis pas très doué, hein, je suis pas très cinéphile. Et au niveau musique, effectivement, les chansons de Daniel est engagé. Il y en a qui sont engagés aujourd'hui également, hein, et j'espère qu'il y en aura toujours.
Mais c'est difficile de trouver un tel charisme dans ceux d'aujourd'hui par rapport à ceux d'avant. Il y en avait moins, mais ils avaient une dimension peut-être plus importante. Et ils étaient connus, parce qu'aujourd'hui, les artistes, on ne les connaît pas, pour le coup. Oui, aujourd'hui, ils sont connus 3 jours, et 3 jours après, on en met un autre. Clairement. Ouais, on sent voilà, qu'on est dans une autre type de société. Et d'ailleurs, c'est quand même dingue cette année 86, donc la mort de Daniel Balavoine, parce qu'on a 3 grandes figures qui, dans la même année, meurent. Un peu comme si, je sais pas moi, Patrick Bruel, Franck Dubosc, allez, qui serait le troisième, et Gad Elmaleh, dans la même année, mouraient. C'est quand même, cher Jean, c'est quand même une drôle de coïncidence, non? Oui, enfin bon, les 3 que vous venez de citer, pour moi, c'est des rigolos. Oui, bon, c'est pour citer un équivalent. Ça pèse rien, ça pèse rien. Hein. Bon, il y en a un Gamel Mallet, je ne sais pas comment il s'appelle, on va appeler Gamel Mallet d'ailleurs, hein, et pour une sombre histoire. Puis les 2 autres, Bruel, bon, le mec qui nous a encouragé à la vaccination, ben, il peut aller se faire voir. Et puis l'autre du Bost, oui, bon, bah lui, il est sympa comme gars. J'ai pris ces 3-là, ça aurait pu être d'autres. C'est-à-dire que comme si vous aviez. On avait eu 3, on va dire, je sais pas moi, artistes importants qui. Parce qu'ils étaient jeunes. Ben oui, mais 35 et 45 ans. Ben, bien, 3 artistes entre 35 et 45 ans mouraient comme ça dans la même année. C'est quand même. Ben oui, mais ça. Quand même jamais vu. Oui, vas-y, Luc. On avait, je crois, surtout 3 artistes qui étaient capables de défier le pouvoir et de dire, ben non. Voilà. Et à partir de là, ben, ces gens-là sont gênants et on peut imaginer qu'ils gênent moins quand ils sont morts que quand ils sont vivants. Et pour le coup, c'est le point commun qu'ils avaient, ces 3, cher Luc. Ben, on se demande un peu, oui, parce qu'on se dit, les 3 se sont cognés un peu le pouvoir. Et puis, mais bon, après, il y en a eu d'autres. Hein. Je crois savoir que sous Mitterrand, la liste était longue. Oui, mais on n'a pas eu d'artistes aussi importants, 3 artistes aussi importants. Enfin, moi, je ne vois pas, même à l'époque de Gabin, Ventura, morts la même année, comme ça. Oui, non, mais oui. Mais le hasard ne fait jamais rien au hasard. Et d'ailleurs, bah, justement, tiens, en parlant de hasard, est-ce que qu'est-ce qui a fait, cher Jean, et ça, vous allez nous expliquer, parce que pour le coup, c'est important de comprendre la genèse de l'enquête que vous avez produite sur la mort de Daniel Balavoine. Ah, la genèse, elle est particulière. Bon, c'est vrai que pour finir sur ces 3 artistes en question, c'est quand même effectivement des gens qui ont bousculé très fortement le pouvoir de l'époque. Hein. Voilà, ça a été du rentre-dedans formidable, parce que moi j'adore ce genre d'attitude. Hein. Je veux dire, il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Et Balavoine, Coluche et Deluron n'ont pas eu peur de dire les choses. Malheureusement, ça leur a coûté la vie. Alors, la genèse de mon histoire, en fait, elle est très étrange, hein, pour ceux qui écouteront la première fois cette intervention. Bon, déjà pour commencer, pour moi, Balavoine est mort dans un accident d'hélicoptère. Je ne me suis jamais posé de questions autre que ça, hein, jusqu'en 2004, en fait. Hein. Moi non plus, d'ailleurs. Moi non plus. Toi non plus, Luc. Et comme Jean, convaincu de la comment ça s'appelle. Voilà, vous étiez tous les deux convaincus de la version officielle. Monsieur Balavoine est mort d'un accident d'hélicoptère en Afrique lors du Paris-Dakar. Ils sont plantés en accident d'hélico la nuit, ils se sont tapés une dune par une tempête de sable. Voilà, 3 choses. La nuit, la dune, la tempête de sable. Et moi, j'ai toujours pensé à ça, jusqu'à un jour où j'ai vu une vidéo de Jean Pernin sur Internet. Et puis j'ai dit, tiens, c'est bizarre quand même. Alors, Jean Pernin va nous expliquer, voilà. Et puis vous, après, vous allez embrayer dessus. Allez-y, sergent. Alors, je vais vous expliquer. Alors, donc, bon, moi, il se trouve que mon fils Olivier a quitté ce monde en juin 1995. Et qu'après son départ, avec mon ex-épouse, sa camarade et d'autres également, ma fille également, nous avons vécu ce qu'on appelle des manifestations paranormales. Bon, moi, je n'étais pas très ouvert à tout ça avant. Il se trouve qu'après son décès, il y avait des choses étranges qui se produisaient dans notre appartement. Tout de suite après ? Ah, mais tout de suite après, bien sûr. Dans les 2 jours après son enterrement. On a la télé qui commençait à déconner. C'était une télé avec des touches d'ailleurs, hein, téléviseur avec des touches à l'époque.
Donc, elle changeait de chaîne toute seule. Donc, bon, ni mon ex-épouse ni moi-même, d'ailleurs, ne changeons de chaîne en appuyant sur les touches. Donc, on s'engueulait même à un moment donné parce que ça se passait dans notre dos jusqu'au moment où on a vu que ça se passait devant nos yeux. Voilà. Donc, il y a eu ça. Il y a eu la chaîne IFI qui s'est mise en marche toute seule. Il y a eu des voix robotisées. Il y a eu des sons. Il y a eu des lampes également qui s'allumaient, qui s'éteignaient. Il y a eu des parfums également qui sont venus dans notre appartement de façon incompréhensible. Et puis surtout, il y a eu l'apparition d'Olivier. Alors, l'apparition d'Olivier, ça s'est produit à Lyon. Alors, moi, je l'ai vu dans un songe incroyable 2 semaines après son décès, un matin, il était 8 heures. Mais c'était fou, quoi. Je croyais qu'il était vraiment revenu ici. Et puis surtout, il est apparu à sa camarade à Lyon début juillet, en fait, hein, le soir. Et là, il a eu la trouille de sa vie. Il lui a même caressé la chevelure. Enfin, bon, une fille qui a les pieds sur terre. Hein, elle a un cabinet d'avocat à Lyon aujourd'hui. Hein, parce que Olivier lui-même était en année d'études, en 3e année d'études supérieures. Donc, à partir de là, on est bien obligé de s'interroger. Alors, toute question religieuse mise à part. Hein. Moi, je suis pas, même si j'ai eu, comment dire, une éducation catholique, je suis absolument pas pratiquant. Les histoires d'au-delà n'ont rien à voir avec les religions. Mais il y a eu ce jour de 2004. Alors voilà. Alors il y a eu déjà en fait, parce qu'après, bon, on va pas faire l'émission là-dessus parce que c'est une conférence à part entière, mais j'ai reçu des messages d'Olivier. J'ai commencé à recevoir des messages d'Olivier au mois de septembre 96, c'est-à-dire un peu plus d'un an après. Et évidemment, il nous disait qu'il était vivant. Enfin bon, j'ai fait ça avec un pendu. C'était assez archaïque comme méthode. Et puis après, c'est venu, comment dire, dans ma tête. C'était télépathique en fait. Hein. Et j'ai reçu beaucoup de messages. Alors évidemment, ça nous a rassurés. Il nous a expliqué pourquoi il était parti, etc., etc. Donc ça nous a énormément rassurés. Et il se trouve qu'on arrive à notre ami Daniel Balavoine, puisque le 4 novembre 1996, de façon spontanée, parce que moi je laissais toujours les messages arriver, de façon spontanée, Olivier me dit, Daniel est mon ami, mon fidèle compagnon. Et là, je ne sais pas de qui il parle, parce que loin de moi de penser à Daniel Balavoine, et on n'avait pas de Daniel dans notre famille, il n'avait pas de copain qui s'appelait Daniel, j'ai pas compris, on n'a pas compris, et puis c'est tout. Donc moi j'en suis resté là. Et nous sommes arrivés effectivement en 2000. Alors déjà, non, avant 2004 quand même, Olivier est revenu pour parler de Daniel, effectivement. Là, il nous a fait comprendre que c'était Daniel Balavoine. Il a évoqué Coluche également, Claude François, Mitterrand, et puis le commandant Cousteau qu'il aimait beaucoup. Donc, mais il n'a rien dit concernant la mort, les circonstances de la mort, ni de Coluche, ni de Daniel Balavoine. Il a fallu effectivement que j'arrive 7 ans plus tard, c'est-à-dire en 2004, où là, je regardais un hommage à Daniel Balavoine en janvier 2004. Hein, je ne sais plus sur quelle chaîne c'était. Et puis au cours de cet hommage, c'est là que j'ai eu la révélation en fait. À un moment donné, il y a une des sœurs de Daniel Balavoine qui s'exprime, Marie-Françoise, après un gars que je ne nommerai pas, mais j'ai compris dans ce que disait Marie-Françoise, enfin en tout cas on m'a fait comprendre ça, que celui qui avait parlé avant, qui aujourd'hui est mort, paix à son âme d'ailleurs, parce que bon, il est parti avec des boulets, avec des gamelles quand même, le gars, je dirais pas son nom, hein. J'ai compris que ce gars-là avait joué un rôle, et j'ai compris surtout qu'il y avait une intrigue autour de cette mort. C'est-à-dire que ma certitude de l'accident d'hélicoptère s'écroulait totalement. Et à la suite de ça, parce que Luc a expliqué qu'il a vu une vidéo de vous. Cette vidéo que vous avez faite, c'était quand? C'était pas 2004, c'était plus tard. Hein. La vidéo que j'ai regardée sur France 2 ou dans
Non, La non, vidéo, la Oui, vidéo où tu es, Jean, intervenu, je crois que c'était où tu commençais à parler de l'affaire et de ton ouais, livre. ou alors c'était Je t'ai pas, peut-être. C'est ça. Ah ouais, ah oui. Donc après ça, vous faites une enquête et puis vous passez chez Tepa, le regret des Tepa, à qui on pense beaucoup. Vous faites une ouais, vidéo et vous, ouais. Luc, Sur Meta TV, c'est ça, je crois. voilà, sur Meta TV, et vous, Luc, vous avez vu cette vidéo Bah, moi, je et, découvre cette et qu'est-ce vidéo. que vous vous êtes dit? Bah, je me suis dit, merde, il y a des trucs qui collent pas. Effectivement. Techniquement, je parle, hein. Moi, j'ai un avis technique là-dessus, hein. Oui, parce que vous, voilà, vous êtes voilà, on peut rester dans l'avis pilote technique. professionnel. Et en tant que Voilà. pilote, je me suis dit, merde, il y a des choses qui vont pas. Il y a des trucs qui ne vont pas. Et il y a des tas d'éléments qui ne vont pas. Et c'est comme ça que j'ai pris contact avec Jean pour essayer de lui dire, tiens, moi j'ai un avis technique, si je peux vous aider là-dessus. Comme ça qu'on s'est connus. J'ai dit à Jean, si vous voulez un avis technique, si vous voulez, je regarde. Et puis, on a commencé à regarder les choses. Et là, plus on a regardé, moins ça allait. Quelle était la première chose pour vous qui ne collait pas, cher Luc? Ce qui colle pas déjà, c'est que les trois éléments qui justifient cet accident, les trois causes officielles qu'on entend toujours à la télé, partout, vous pouvez chercher sur Internet, ils se sont bouffés, ils sont morts d'un accident d'hélico, ils se sont bouffés une dune la nuit par une tempête de sable, et ben il se trouve qu'il faisait pas nuit. Il se trouve qu'il n'y avait pas de tempête de sable parce que le vent, le soir en Afrique, il se couche avec le soleil. Et il se trouve que l'endroit, c'est pas une dune parce que l'endroit où il s'est craché, le sol est plat comme la mer. Donc moi, ce qui me gêne, c'est que déjà les trois premiers éléments de la version officielle sont trois mensonges. Et facile à établir, hein, qui sont. Alors quand on parle là-dessus, ça, c'est les premiers trois mensonges. Et après, quand on commence à aller chercher et voir un petit peu différentes choses, on se dit, tiens, c'est bizarre. Et puis après, surtout, ce qui vraiment m'a fasciné, c'est quand Jean Pernin m'a dit, et a dit à Meta TV, le BEA, le Bureau d'enquête et analyse, a perdu le rapport d'accident. Alors qu'un rapport d'accident, c'est ce qui sert à justifier, à expliquer ce qui s'est passé, mais surtout à indemniser les familles après, en cas de crash. Donc il y a des assurances forcément qui ont eu un rapport d'accident pour indemniser les familles, mais aujourd'hui, pour des gens qui voudraient savoir, et même pour la fille de Daniel Balavoine, qui s'est rendue au BEA, qui a essayé d'avoir le rapport d'accident, on lui a dit que le dossier était vide. Et ça, c'est pas possible. Non. C'est comment ça s'appelle, une administration d'État. C'est comme si on perdait, je sais pas moi, le rapport de l'ordre du jour de l'Assemblée, de tel jour à telle date et de telle date à telle date. Ça a disparu du dossier. C'est des méthodes qu'on connaît bien. Hein. Je ne citerai pas de nom, mais il y en a qui connaissent bien, qui savent comment ça marche. Alors, cher Jean, votre fils vous dit, voilà, Daniel Balavoine est assassiné. En gros. Bon. Il le dit pas comme ça. Comment commence votre enquête? L'enquête, non, il le dit pas comme ça directement. Hein. Le Ou alors premier il vous dit, il message. n'est pas mort naturellement. Enfin, c'est ça. Oui, mais le premier message date du 13 janvier 2004, où là, Daniel Balavoine ne parle même pas de son accident, en fait. Hein. Il dit qu'il nous faut partir à l'assaut des citadelles qui gouvernent le monde, hein, toute la pourriture qui se déverse aujourd'hui au niveau des pouvoirs et des gouvernements. Donc, ayez du culot pour le faire, voilà. Ce sont des prédateurs, on s'en rend bien compte aujourd'hui. Ils n'ont pas de scrupules pour s'imposer partout, y compris par la force, y compris par l'assassinat. Et donc, c'est arrivé plus tard. La révélation est arrivée un peu plus tard. C'est arrivé, en fait, après, quand on m'a dit avec Olivier, parce que j'ai l'impression qu'il formait d'ailleurs un tandem, que déjà que ça s'était pas produit le 14 janvier, mais le 13, et que l'hélicoptère avait été saboté. Alors, au niveau du rotor de queue. Alors, je vais lire un passage, cher Jean, ouais. Et on va le commenter. Le carnet de bord de l'hélicoptère s'arrête au 12 janvier. Au cours du journal télévisé du 20 janvier 86 sur Antenne 2, le journaliste Patrick Chen, accompagné de Patrick Fourtic, responsable de la flotte aérienne du rallye, présente en ces termes de carnet de bord ou carnet de route retrouvé dans les débris du crash. Extrait. Le 12 janvier, l'hélicoptère est à Niamey. Et ainsi figure la dernière inscription RAS et la signature de François-Xavier et le P qui indique que François-Xavier était le pilote de la machine ce jour-là.
comme les jours précédents d'ailleurs. Ce qui est étonnant pour un journaliste en principe curieux de nature, c'est qu'il semble ne pas se rendre compte de l'énormité de ce qu'il dit. Son collègue n'est pas davantage surpris. Ou alors, c'est quoi pour vous l'énormité? L'énormité, c'est que Luc pourrait nous en parler. Allez-y. L'énormité, c'est que le carnet de route en question est rempli. D'ailleurs, on le voit, hein, il y a la photo. Hein. Voilà, il y a la photo, elle est là. Voilà, il y a la photo. Il est rempli jusqu'au 12 janvier. Donc voilà, alors dites-moi, l'énormité, cher Luc, vous qui êtes... Il y a deux documents principalement aujourd'hui il y en a même plus, mais à l'époque il y a deux documents que le pilote avait obligation de remplir, et pour tout pilote c'est comme ça. On a ici la deuxième photo, là la première, et là la deuxième, vous le verrez en tout cas sur le livre de Jean. Oui, carnet de vol, voilà, c'est ça, le carnet de vol ou le carnet de route. Alors le carnet de vol, c'est un carnet du pilote, hein, c'est par exemple, vous avez votre carnet, dès que vous commencez votre carrière de pilote, le premier vol que vous faites à l'école de pilote, vous le marquez, et tous les vols, vous les marquez, et tous les vols que vous faites dans votre vie et sur n'importe quelle machine, et vous les marquez sur ce carnet-là. Et donc, il y a des pilotes qui ont 10, 15 000 heures de vol en fin de carrière, qui ont 3, 4 ou 5 carnets dans un carton dans le garage, parce qu'ils en ont fait beaucoup. Et voilà, mais ça, c'est le carnet de vol du pilote. C'est le suivi des heures effectuées comme commandant de bord. Et sur chaque machine, il y a ce qu'on appelle un carnet de route. Le carnet de vol, c'est pour le pilote. Le carnet de route, c'est pour la machine, c'est pour l'hélico. Ce qu'on appelle, nous, la machine, c'est l'hélico ou le taxi, on dit souvent. Et le carnet de route, c'est le nombre d'heures que la machine fait chaque jour. C'est-à-dire, je décolle à 9h du matin, je me posais 10 heures, je marque 9h, 10h, poser, décoller Paris, poser Lyon. Je marque exactement d'où je pars et où je me pose. Et on rajoute en plus souvent les quantités de carburant au départ et à l'arrivée, ce qui permet justement souvent au bureau d'enquête et analyse, en cas d'accident, de se dire, tiens, là, il a parfiolé, et à un moment, il a fini short Kiro, il s'est foutu par terre. Donc, on a sur ce carnet de route de la machine, on a des informations absolument importantes. Et donc, ce carnet a été rempli jusqu'au 12 janvier 1986 par Olivier Bagnoux, François Xavier Bagnoux, je crois que c'est oui, c'est ça. Le pilote, et qu'il l'a rempli jusqu'à la veille du 13 janvier au soir. Donc, le soir du 12 janvier, il remplit son carnet de route. Et alors, étonnamment, après l'accident, je ne sais pas ce qui s'est passé, et il y a des choses qui ne collaient plus, quoi. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.